Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de En roue libre avec mes complices du jour bien évidemment. Bonjour Jade. Bonjour, tu vas bien? Bah très bien et toi? Oui, très bien. Salut Pierre. Salut Malolo. Toujours ok? Ça roule. Ils sont derrière les caméras mais ils viendront nous rejoindre tour à tour dans cette émission. J'ai nommé Louane, j'ai nommé Lénie et évidemment Gabin. Mais pour l'heure on va commencer tout de suite parce qu'il va y avoir des gros sujets comme par exemple il y a des fakes qui tournent sur les réseaux sociaux. Ne vous faites pas avoir sur certaines choses, on en parlera avec notre avocat, et puis évidemment tous les autres sujets de l'émission. Allez, c'est parti, on commence par l'actu. Annonce du nombre de bornes de recharge électrique par le gouvernement. Ouais, l'État veut multiplier le nombre de bornes de recharge. C'est-à-dire qu'ils veulent 7 millions de bornes de recharge sur le territoire national. Mais attention, 7 millions, c'est toutes les bornes disponibles. Il y a aussi les bornes accessibles sur le domaine public et celles-ci, l'État veut les tripler. Problème, j'entends tout ça. Mais à mon sens, j'ai regardé juste les chiffres qui présentaient le nombre de véhicules vendus en France. En gros, on a 2 véhicules sur 10 qui sont électriques, rechargeables, à la louche. Donc 8 sur 10 qui ne le sont pas, qui sont des véhicules thermiques. Ces véhicules thermiques, les bornes, on s'en fiche. Mais la question que je me pose, c'est comment se fait-il que malgré les annonces gouvernementales, malgré tout l'enjeu autour de l'électrique sur lequel insiste le gouvernement, si les Français n'achètent pas, ce n'est pas une question de borne de recharge, parce que ce n'est pas intéressant économiquement. Économiquement, la voiture électrique n'a d'intérêt que si tu la recharges à domicile. Et là, tu vas faire des économies financières, j'entends. Mais si tu te poses en voirie sur des bornes, par exemple sur autoroute pour recharger, ça coûte exactement la même chose que ta recharge, ton plein d'essence. Donc au final, il n'y a pas d'intérêt. Si les Français ne vont pas sur l'électrique, ce n'est pas un problème de borne, c'est tout simplement peut-être un problème d'autonomie du véhicule et de coût et aussi de crainte. Parce que les Français, ils ont peut-être peur aussi qu'un jour on leur impose une taxe sur l'électricité supplémentaire. Et c'est peut-être le cas. Parce que les ministres ont fait une annonce autour d'un tarif heure creuse qu'ils voudraient développer, des heures super creuses pour recharger ta voiture électrique. Alors là, pour moi, j'en tombe de ma chaise. Déjà avec la voiture électrique, pardonne-moi, c'est chiant à charger. C'est long. Si en plus de ça, tu as des heures où il faut la charger et pas d'autres parce que ça va te coûter les yeux de la tête, ça n'a plus de sens. Donc il faut vraiment poser les choses de manière pragmatique et la première question que devrait se poser l'État, ce n'est pas de savoir par combien il faut multiplier le nombre de bornes, c'est de savoir comment on rend les tarifs accessibles en dehors de la maison et surtout pourquoi les Français ne vont pas vers ce type de véhicule. Si on ne se pose pas la bonne question, on n'a jamais la bonne réponse. Puisque l'on parle des bornes de recharge et des voitures électriques, moi je vais me retourner vers Jade. Et on en est où d'ailleurs des ventes des voitures électriques? Alors au niveau mondial, ça suit un petit peu la tendance de la France. Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, une voiture sur 5 vendue est électrique. Donc on revient à la même chose que la France qui est de 2 sur 10. Mais c'est pas comme ça quand même partout parce qu'en Chine, c'est un véhicule sur 2 qui est vendu en électrique. Mais c'est un petit peu logique parce que la production mondiale, elle est dominée par la Chine avec 70% de production totale. Et puis attention, il y a un nombre d'habitants en Chine qu'il n'y a pas en Europe ou aux États-Unis. Et donc évidemment, les chiffres sont également un peu bouleversés et différents. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, 2 Français sur 10 achètent une voiture. Il y a 2 voitures électriques sur 10 qui sont vendues en France actuellement. En tout cas, voilà, on continuera d'en parler puisque ça fait quand même partie de notre réalité. Une autre réalité, Pierre Chasseret, pour notre actu dans le rétro, on revient sur les ZFE? Oui, la semaine prochaine. Alors ça, c'est vraiment important, je vous donne la date. Quand est-ce qu'on va savoir si les ZFE, c'est game over? Eh bien, on le saura la semaine prochaine. Ce sera voté à l'Assemblée nationale, probablement samedi de la Pentecôte. Donc c'est bien, pour nous c'est super, au moins on sait ce qu'on fait, on bosse. Et puis on va essayer de convaincre les parlementaires surtout d'être présents dans l'hémicycle pour voter en faveur de l'abrogation pure et simple de ces zones à faibles émissions. Gros dossier à suivre donc avec 40 millions d'automobilistes et bien évidemment sur notre rendez-vous en roue libre. Et là aussi, on vous propose de réagir. Vous pouvez mettre vos commentaires juste en dessous la vidéo sur YouTube et puis on en prendra compte également. N'hésitez pas pour les prochaines émissions. Allez, c'est terminé pour l'actu dans le rétro et dans quelques instants, c'est Louane que l'on va retrouver qui refait un cours de conduite accompagnée. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début de notre rendez-vous en roue libre, vous connaissez Louane et vous connaissez sa conduite en conduite accompagnée. Mais vous, qui peut-être arrivez pour la première fois, bienvenue dans l'émission.
On va rappeler, Louane, ce que tu adores faire dans ce rendez-vous. Alors dans ce rendez-vous, je viens d'avoir mon permis de conduire et très souvent je croise mon moniteur Johan Berthe qui est dirigeant des auto-écoles Drive-Innov et je l'emmène faire un petit tour et je crois qu'à chaque fois je lui fais peur. C'est-à-dire qu'en fait, pour de faux, juste pour la fiction, tu fais des erreurs qu'il faut que nous évitions de faire en réalité. C'est ça, et lui il vient m'expliquer pourquoi c'est dangereux et pourquoi on ne doit surtout pas le refaire. À ne pas refaire à la maison ni sur la route bien évidemment. Allez, on te suit. J'attache ma ceinture. Hey, tu sais, tu te rappelles là, tes soirées du mercredi soir? Bah, j'ai encore une anecdote à raconter si tu veux. Hein. Ah, les dîners que j'organise le mercredi soir? Ouais, j'ai encore une astuce. T'as plu la dernière fois? Ouais. Ah, nous aussi. Alors, dis-moi. J'ai une astuce. Pareil, les PV, fini. C'est quoi ton astuce? Bah, hyper simple en fait. Je savais pas, mais on peut refaire les plaques de sa voiture. Et du coup, bah, je les ai refaites, mais... Attends, je suis pas folle. J'ai modifié un numéro de ma plaque. Comme ça, pas de PV. Mais comment t'as fait? Le centre auto, il te demande ta carte grise normalement? Non, ils m'ont rien demandé du tout. Même pas ma carte d'identité, alors pour te dire. Ouais, d'accord. Facile, hein? Non, mais là, tu risques gros, là, hein, Louane. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que si tu mets la plaque d'une autre personne, c'est usurpation d'identité. Et puis en plus de ça, enfin, je veux dire, c'est des très gros problèmes parce que là, tu cours un très gros risque parce qu'en plus, t'es plus assuré, du coup. Donc, t'as plus d'assurance, t'as plus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va, quoi, en fait. Là, il faut vite que tu remettes tes plaques. Ah bon? Et tu te rappelles l'astuce que je t'ai donnée la dernière fois pour éviter d'avoir les amendes et tout ça? Ah, moi, je pensais que c'était autorisé, hein. De quoi? Bah, je pensais que c'était juste une astuce. De respecter le code de la route? Non, les plaques. Pour moi, ça respecte le code de la route, hein. D'accord. Dis-moi, juste un truc, tu t'appelles comment? Louane. D'accord, si ça me plaît pas, je peux t'appeler Céline, Joséphine, Georgette ou un truc comme ça, non? Bah non. Ah d'accord. Mais pour une voiture, tu peux changer la plaque d'immatriculation, le numéro et ça va. Ah, c'est une voiture. Ben c'est pareil que toi, Louane. C'est dénoué de logique des fois une voiture. Dans notre rendez-vous en roue libre, vous pouvez aussi compter sur la présence régulière, voire toutes les semaines, de notre avocate spécialisée en droit routier, Maître Ingrid Attal, qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour Laurence, bonjour Jade. Bonjour. Alors Jade, quelque chose de très important, parce que moi je ne l'ai pas vu passer, mais beaucoup se sont fait avoir sur les réseaux sociaux. Exactement, donc j'ai vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux des petites annonces comme quoi si on avait un PV ou quelque chose comme ça, on pouvait payer et se soit retiré sans problème derrière. Et je voulais avoir votre avis pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est une arnaque complète, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui proposent de payer pour enlever nos PV, c'est ça? C'est ça. Alors, je vous explique, c'est un phénomène en fait qui fleurit sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques années et les tribunaux de police et les parquetiers en ont fait un cheval de bataille. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des gens qui, notamment sur Snapchat, vont mettre des bandeaux, on a l'impression en apparence, donc parfois il y a des gens qui rentrent là-dedans en toute bonne foi, qui proposent des prestations, on a l'impression que c'est des cabinets d'avocats, contestezvospv.com ou des choses comme ça. Là, ils rentrent en fait en contact, les gens rentrent en contact avec la personne et lui disent voilà, moyennant un prix qui est toujours plus attractif et moins coûteux qu'un avocat, je vais vous contester votre PV. Sauf qu'en fait, les gens qui rentrent là-dedans, pour certains savent où ils vont, d'autres ne savent pas forcément où ils vont. Et là, en fait, on ne leur explique pas exactement ce qui va se passer. Et puis, ce que font ces gens, c'est qu'ils vont utiliser des permis qui ont été volés ou qui ont été perdus. Par exemple, vous louez votre voiture dans n'importe quelle compagnie de location de voiture. Le permis est utilisé par quelqu'un de malveillant qui va tourner sur les réseaux sociaux et ces gens-là, en fait, vont se faire désigner. Donc, ce qu'ils font, ce n'est pas des vraies contestations, c'est des désignations frauduleuses avec des permis de conduire, en fait, de gens dont les permis ont été volés, perdus et qui traînent, en fait, sur les réseaux sociaux. Et des conséquences, en fait, non seulement elles sont désastreuses pour les victimes, les gens qui sont victimes de ça, mais aussi pour les automobilistes qui participent à ces réseaux. Et il y a des vraies conséquences sur le plan pénal, on peut en parler, mais c'est un vrai problème et il y a des audiences au tribunal de police qui sont quasiment consacrées qu'à ces dossiers de désignation frauduleuse. Donc ça veut dire, je vais par exemple louer une voiture, je donne mon permis, il tourne après, on ne sait pas. Ça peut arriver, ou alors vous avez perdu votre permis dans la rue, dans le truc, hop, la personne. D'un autre côté, la personne
est attirée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle a eu une infraction, a dit bah tiens, Pour voilà, éviter la perte de points, pour je vais éviter la perte de contester. points, je passe par ces gens-là qui, eux, vont se servir de mon permis en disant que c'était moi qui Non, a vont fait- se servir, oui, du permis qui a été perdu ou volé pour faire des désignations sur l'entaille. Donc je me retrouve avec un PV, voire en pénal, machin, si c'est un délit grave routier, et l'autre, tranquille, et l'autre, évidemment, ceux des réseaux sociaux se font de l'argent là-dessus. Se font l'argent là-dessus. Donc, soit parfois c'est des paiements en liquide, soit parfois c'est des paiements en PayPal. Donc, ça peut donner pour certaines personnes, moi j'ai pas mal de clients qui vraiment en toute bonne foi ont fait appel en fait à ces réseaux-là en pensant qu'ils avaient affaire à des prestataires plus ou moins légaux, quoi, et qui ensuite, un jour, comme ça, nous contactent en disant « j'ai une convocation devant le tribunal de police pour 15 excès de vitesse ». Et nous, on a le tilt et l'expérience maintenant qui fait qu'on sait que c'est la résultante en fait d'une participation à ces réseaux, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils ont du mal en fait à attraper les têtes de réseau, c'est-à-dire ceux qui sont derrière en fait ces prestations de services, que font les officiers du ministère public? Ils poursuivent ceux qui participent au réseau, puisqu'on peut facilement les retrouver avec l'avis de contravention initiale, la désignation, la carte grise, etc. Et donc derrière, ils sont convoqués devant les tribunaux de police, et parfois, voilà, pour 15 infractions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, ces dossiers étant particulièrement détestables, les victimes, il faut penser à ces gens qui vont parfois être désignés 500 fois, vont se retrouver en annulation de permis, mais ça c'est rien, vont se retrouver avec des ATD toute leur vie, fichiers Banque de France, avis à tiers détenteur, saisis sur les comptes bancaires par le Trésor public, parce que le Trésor pense que c'est eux les auteurs des infractions et que donc ils doivent tous ces PV. Et donc c'est un mécanisme qui est horrible en fait pour les personnes qui sont victimes de ça, uniquement parce qu'ils ont perdu ou on leur a volé en fait à un moment de leur vie leur permis de conduire. Mais par contre pour les automobilistes qui participent à ça, les notes sont salées, c'est-à-dire que les tribunaux sont intraitables et vous condamnent à des amendes. Alors on peut éviter les pertes de points, pas toujours, mais on peut les éviter. Mais par contre derrière, par PV, c'est des 400, 500 euros d'amende. Donc parfois j'ai eu des dossiers où on arrivait à 9 000 euros d'amende. 6 000 euros d'amende, en global. Donc, il ne faut pas participer, il faut sensibiliser les gens là-dessus, il ne faut pas participer à ça, il ne faut pas être tenté de participer à ces réseaux. C'est une plaie. Est-ce que l'on sait, par rapport à la cible, par rapport au public qui est plutôt friand d'aller sur les réseaux sociaux pour se faire aider, etc. C'est un public dans l'ensemble, je vois par rapport aux personnes qui me contactent par rapport à ces problèmes, on est plutôt sur un public jeune, parce que ces choses-là tournent sur Snapchat. La génération des quinquas, des sexas, vont pas forcément sur Snapchat. Donc c'est vrai qu'on a plutôt des jeunes qui sont attirés par des prix en fait de contestation attractifs, parce que n'ont pas forcément les moyens, veulent conserver leur permis, veulent conserver leurs points parce que c'est leur mobilité, etc. Mais voilà, ne veulent pas payer le prix d'un cabinet d'avocats, et je l'entends, je comprends. Mais en fait, ils ne mesurent pas, parce que pas sensibilisés, et moi je veux qu'on sensibilise les gens là-dessus, pas sensibilisés sur les conséquences que ça a derrière pour eux. J'ai eu un dossier récemment où montant global de l'amende pour la jeune femme, 6 000 euros. Wow. Alors on lui évite la perte de points, mais derrière 6 000 euros. Donc maintenant, il faut prendre des accords avec la trésorerie pour payer ce qu'on doit. Ouais. Alors peut-être les 300 euros que vous avez payés pour éviter de perdre vos points, ils vous rattrapent à un moment ou à un autre. C'est pour ça que à tous les niveaux, c'est mauvais. Mauvais pour les victimes, mauvais pour ceux qui les utilisent. Et puis évidemment, ceux qui gagnent, c'est les têtes de réseau, comme vous dites, qu'on ne retrouvera jamais. Oui, en général, qu'on ne retrouve pas. Donc, parce que c'est très volatile, en fait. Parce que sur Snapchat, tout est très rapide. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai ce discours chez des gens qui viennent me dire, mais vraiment, au premier abord, j'ai été induit en erreur, j'ai cru que c'était un cabinet d'avocats. J'ai cru que c'était légal. Et selon les profils de personnes qui viennent nous voir, vraiment, je les crois. Alors, on va peut-être remettre les choses au point. Est-ce que les avocats, dont vous faites partie, Maître Ingrid Attal, font possiblement ce genre de démarche? Jamais. Je ne propose pas ce genre de prestation. Ce que je veux dire, et je me suis mal exprimée, c'est est-ce que les cabinets d'avocats peuvent faire du recrutement sur les réseaux sociaux? Oui, ils peuvent, effectivement. Il y a des avocats qui ont des pages Instagram, qui expliquent leurs activités, etc. Ouais. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, comme toutes les activités professionnelles, les avocats sont sur les réseaux sociaux, développent leurs activités via les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que même quand je vais plaider ce genre de dossier devant le tribunal, j'explique quand même que parfois on peut être induit en erreur
quand vous allez aller payer de la main à la main quelqu'un, vous dites bien qu'il y a un problème. Mais quand vous faites un virement par PayPal, comme maintenant ça s'est quand même énormément démocratisé, vous pouvez avoir le sentiment qu'effectivement c'est peut-être correct. Et puis c'est surtout que les personnes ne vont pas vous expliquer la plupart du temps. Tous les clients me disent « mais on ne m'a pas expliqué ce qu'on allait faire. Et on ne m'a pas dit qu'on allait désigner quelqu'un ». Mais c'est vrai qu'en général, quand on conteste un PV, on en a déjà parlé ici, quand on conteste un PV du contrôle automatisé, il faut faire une consignation en général pour pouvoir la faire. Donc déjà, dès le départ, si la personne ne vous demande pas la consignation, c'est qu'il y a quand même un problème. Ouais, il y a un loup. Alors, c'est très bien que vous m'emmenez là-dessus. Jade, vous n'hésitez pas, hein, si tu as des questions aussi. Concrètement, quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui, les astuces, enfin tout ce qu'on a besoin pour se... On ne s'est pas encore fait avoir et après, on s'est fait avoir. Le problème, c'est que les gens, quand ils vont participer à ces réseaux, et moi, même dans tous mes rendez-vous clients, je fais de la pédagogie aux gens qui veulent, ils me disent, mais on peut contester les PV chez vous, etc. Je dis, on peut, mais surtout, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Il faut faire de la pédagogie là-dessus. Donc maintenant, le problème, c'est que les gens ne savent pas si à un moment, l'officier du ministère public, qui est l'autorité poursuivante, va leur tomber dessus ou pas, quand à un moment de leur vie, ils ont participé à ces réseaux. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on l'a fait une fois, on peut se retrouver devant le tribunal. J'ai des gens qui se retrouvent devant le tribunal pour l'avoir fait une fois. Pas que ceux qui ont fait ça 10 fois, 12 fois, 20 fois. Donc, les astuces, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous voulez contester un PV parce que vous considérez que vous n'êtes pas l'auteur, vous le faites de manière régulière. Vous le faites même par vous-même sur l'entaille, en consignant, en faisant votre contestation sur l'entaille. ANTAI. L'entaille ANTAI, c'est la plateforme pour pouvoir faire les contestations. Vous le faites de vous-même de manière régulière. Et si vous ne savez pas faire, vous faites appel à un vrai cabinet d'avocats qui va s'en charger. Mais pas via ces réseaux-là, parce que ça va vous rattraper. Et si je suis victime, si je viens de me rendre compte parce que je regarde en roue libre, et que là je me dis, ouh là là, j'ai fait ça. Et ben là, c'est le parcours du combattant. Pour les victimes, c'est vraiment... l'enfer. Et d'ailleurs, ce qui est assez, ce que je trouve pas mal, c'est que maintenant, quand les gens sont poursuivis pour ça, eh ben, le parquet met dans le dossier, dans la procédure pénale, met dans le dossier du tribunal, en fait, toutes les démarches qu'a dû faire la victime pour faire valoir ses droits. Et nous, ça nous permet même aussi de faire de la pédagogie auprès de nos clients pour leur dire, regardez en fait les conséquences que ça a pu avoir, parce qu'eux vont devoir déposer des plaintes, vont devoir prendre un avocat qui va devoir écrire, etc., pour pouvoir essayer de démontrer qu'il n'est pas l'auteur de toutes ces infractions et que toutes les sommes qu'on lui demande aujourd'hui, ce n'est pas de son fait. Mais il n'y a aussi pas que des permis français qui tournent, il y a aussi beaucoup de permis étrangers. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est des permis roumains, des permis polonais ou même des pays de l'Afrique, etc. Non, c'est un fléau. Et bien voilà, on voulait vraiment faire un point complet dans notre rendez-vous. Merci Jade d'avoir proposé ce sujet. Bravo, parce que alors moi, j'avoue, j'avais jamais vu ça. C'est de plus en plus courant. En tout cas, je n'ai jamais été confrontée à cette réalité. Merci beaucoup, Maître Attal. Avec plaisir. Et quant à vous, allez, réagissez en commentaire à ce que ça vous est arrivé. Et puis n'hésitez pas... On va prendre le temps, hein, on n'est pas parti. N'hésitez pas, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est touché, ne serait-ce que vous-même, prenez rendez-vous avec un avocat et n'hésitez pas à partager au maximum cette émission pour que le plus grand nombre soit alerté du danger de cette façon de fonctionner et que vous ne tombiez pas dans le piège qui peut vous coûter très cher à tout niveau. Allez, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite pour la suite de En roue libre. Il vient de prendre place à mes côtés, c'est Gabin qui est aussi le réalisateur de notre rendez-vous en roue libre et qui adore nous piéger sur des panneaux de signalisation. Ouais, et aujourd'hui on va parler d'un panneau un peu spécial et je vais faire des petits disclaimers parce que je trouve ça vraiment important d'en parler, c'est les patrouilleurs d'autoroute. Donc c'est les camions qui sont facilement reconnaissables de par leur couleur, souvent ils sont jaunes ou oranges et ils sont là en cas de panne, en cas de gros danger, en cas d'accident ou même en cas de fort ralentissement. Donc on les croise souvent, vous savez, quand il y a les bouchons, parce que vous les avez déjà croisés. Oui. Bon alors, ces panneaux, enfin ces patrouilleurs, du coup ils sont utilisés pour informer en temps réel les usagers de la route lors d'un danger imminent. Donc ils affichent en gros panneaux lumineux accident, voie neutralisée, personnel en intervention ou ralentir. Et chaque message est clair, court et vise à alerter immédiatement les conducteurs.
C'est pour que quand on passe à côté d'eux, on les voit et on sache directement l'information et quoi faire, enfin comment réagir en fonction de ce qui se passe. Voire même avant de passer à côté d'eux. Exactement. Normalement. Ils sont, en fait, ils sont en amont de l'accident, de la panne qui se passe. Et du coup, contrairement aux panneaux fixes, ceux des patrouilleurs sont mobiles et réactifs. Ils sont déclenchés manuellement en fonction de la situation sur le terrain et permettent ainsi une signalisation, pardon, j'ai du mal avec les mentions souvent, dynamique, ajustée au contexte réel. Et donc, c'est là que je parlais de petit disclaimer parce qu'il y a eu des accidents malheureusement. Et en 2024, la sécurité des patrouilleurs reste une préoccupation majeure. Et sur le réseau Vinci Autoroute, 43 fourgons d'intervention ont été percutés, soit près d'un par semaine, ce qui est énorme. Et ces collisions, elles surviennent souvent malgré la signalisation en place, mettant en danger la vie des agents. Et donc là, petite histoire un peu triste, le 3 mars 2024, un drame a particulièrement marqué les esprits, celui de Tony Nelek, un patrouilleur sur l'A8, qui a perdu la vie alors qu'il sécurisait une zone accidentée. Et cet événement, il souligne l'importance cruciale du respect des consignes de sécurité pour les automobilistes. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, quand vous croisez ces panneaux, réagissez en fonction de ce qui a marqué du panneau, enfin de la lumière, quoi. Alors, ralentir, c'est ralentir, quoi. C'est pas tout à fait que ça, c'est ce qu'on appelle le corridor de sécurité. C'est-à-dire que c'est passé dans la loi, sauf que les gens ne le savent pas encore. Vous voyez arriver un patrouilleur qui est à 100 mètres de vous, 200 mètres, 300 mètres. Vous vous écartez, vous vous déportez sur la voie de gauche. Et le corridor de sécurité, c'est comme si on faisait un triangle virtuel pour ne pas aller au contact et s'écarter le plus rapidement possible. Et tu parlais d'exemples malheureux qui sont passés en 2024. On est en mai 2025. On a déjà malheureusement beaucoup trop d'accidents et de morts, dont un qui s'est passé il y a 2 semaines de cela sur la Nationale 104 aux alentours de Paris et qui a coûté la vie à un patrouilleur. Corridor de sécurité, s'il vous plaît, vous regardez le corridor de sécurité, protégez les patrouilleurs et les patrouilleuses. Ça peut être votre oncle, votre père, votre mère, votre meilleur ami. Et normalement, il ne devrait plus mourir. Tout le monde fait le corridor de sécurité. Bon, bah merci, c'est très bien de le rappeler. Et moi, j'embrasse tous mes amis dépanneurs et patrouilleurs qu'on aime très fort. Tiens, allez, on va changer de sujet, on va retrouver un petit sourire et on va parler de la hausse des prix des autoroutes. Ah, je ne suis pas sûre qu'on va retrouver le sourire. Juste après ce moment de signalisation et de prudence pour nos patrouilleurs, on retrouve Pierre avec son rendez-vous Ça me gonfle. Il est question de ralentisseurs ? Oui, et évidemment, vous allez vous dire, ça y est, 40 millions d'automobilistes, ralentisseurs, on va revenir sur ces sujets de ralentisseurs excessifs, illégaux. Non, c'est pas ça aujourd'hui, mon ça me gonfle. Parce qu'évidemment, il y a un problème avec certaines communes qui incitent à faire des ralentisseurs hors normes. C'est une vraie problématique. Mais attention, parce qu'on a quelques hurluberlus en France qui essayent de vous faire croire que tous les ralentisseurs, ça ne sert à rien. Alors une association notamment, et puis pas mal de gens qu'on a essayé d'agréger dans ce type de structure. Je voudrais quand même qu'on rappelle une chose, parce qu'il s'est passé un accident en Ariège, il y a quelques jours, qui aurait pu être dramatique. On est en ville, il y a un dispositif ralentisseur. Alors pour qu'il y ait un ralentisseur, il faut qu'on soit dans une zone 30. C'est obligatoire. Hein. Regardez bien, quand vous arrivez sur une zone où il y a un ralentisseur, c'est 30 la vitesse maximale autorisée. Et c'est pour ça que là où il n'y avait pas de ralentisseur, depuis qu'il y en a un, on a passé la zone à 30. Exactement. Le souci, c'est qu'encore une fois, on est d'accord. Hein, les 40% de ralentisseurs qui sont hors normes et qui sont faits n'importe comment, ceux-là, il faut les mettre dans les normes. Mais il ne faut pas les enlever fondamentalement. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé sur ce ralentisseur, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, il est venu taper les véhicules sur le côté, accident grave, pas de décès, tant mieux. Ça aurait pu. Si un gamin traversait la route, c'était cuit. Donc, on va reprendre un petit peu l'histoire du ralentisseur. Pourquoi on a mis des dos d'âne, des ralentisseurs ou ce qu'on veut ? Mais parce que lorsque vous êtes élu... Parce que tu me parles, il s'est passé quoi ? Il est arrivé pleine balle sur le ralentisseur. Il est arrivé lancé comme une balle de tennis servie par Sinner. Donc, quand il est arrivé comme un malade, il est parti sur le ralentisseur, il s'en est servi comme tremplin et derrière, perte de contrôle du véhicule. Donc, moi, je voudrais qu'on se mette à la place, chacun d'entre nous, là, parce qu'on râle souvent sur des ralentisseurs. Et je suis d'accord avec vous, quand ils sont hors normes, encore une fois, ceux-là, on se bat contre et il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes élu dans un petit village et que vous avez des gamins, que vous avez des problèmes de survitesse qui mettent en danger les habitants de votre petit village, il n'y a pas 50 solutions. Vous n'allez pas mettre des feux tricolores au milieu de la campagne, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas mettre des chicanes partout, au bout d'un moment ça n'avance plus.
Donc vous avez la tentation de ce type de système qui en plus n'est pas très onéreux pour une petite commune. Voilà pourquoi les petites communes vont vers ce type de structure. Je voudrais qu'on se pose cette question et qu'on arrête de râler. Et j'ai pas le droit de les citer, hein, mais je vais faire un petit clin d'œil à quelques associations qui donnent la sensation qu'ils font lever tous les ralentisseurs en France. Moi, je vous invite vraiment à vous poser la question de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la tête de ce petit village et que vous avez des gamins le matin qui partent au transport scolaire. Donc le ralentisseur dans les normes, il est essentiel. Il faut comprendre que ce type de dispositif, pas à l'excès, pas en mettre tous les 30 mètres, mais que certains sont absolument essentiels. Utile. Et qu'on rappelle, évidemment, à tous nos élus que rajouter des pelletés de bitume en plus, c'est peut-être pas la bonne idée. En tout cas, je voudrais vraiment avoir une pensée pour tous ces maires qui, au quotidien, essaient de trouver des solutions pour rendre nos petits villages vivables et sécurisés. J'ai pas envie demain qu'on m'appelle parce que j'ai un gamin de près ou de loin ou à commenter ça dans les médias sur un gamin qui a été tué par un hurluberlu qui considérait que les petits villages étaient un circuit de sport mécanique. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. C'était contre tous ces gens ou ces associations qui vous font croire que les ralentisseurs ne servent absolument à rien. C'était le Somme-Gonfle de Monsieur Pierre Chesseret, DG de 40 millions d'automobilistes, qui est évidemment aussi dans En roue libre. Merci beaucoup Pierre, je te garde parce que dans quelques instants, le vrai du faux, et on va parler du prix des péages. Ça, je crois qu'on n'aime pas beaucoup. Nous allons faire un point maintenant dans le vrai du faux de tout ce qui se dit aujourd'hui sur une taxe qui apparaîtrait sur le tarif du péage. Jade, tu es avec nous. C'est vrai qu'on dit tout et n'importe quoi et on peut se poser des questions. Alors apparemment, l'État voudrait imposer une nouvelle taxe sur les autoroutes pour permettre de financer les réparations des transports ferroviaires. Donc on se pose la question parce que quel est le rapport entre les voitures et les trains ? Pourquoi on devrait financer le transport ferroviaire? C'est d'ailleurs ça la question, c'est la question fondamentale, parce qu'en fait, quand tu regardes le prix du billet de train, et c'est là où l'État est un petit peu ennuyé, c'est qu'on considère qu'en fait, quand on prend le TGV, on a l'impression que c'est très cher. Moi aussi, je trouve que c'est très cher. Mais on ne paye qu'entre 20 et 40% du montant réel du trajet. Tout le reste, c'est de l'argent public qui vient compenser ça. Et donc, la dernière petite trouvaille de certains élus, c'est de se dire, et si on tapait sur les automobilistes? Alors là, il y a certainement Jeannot qui a dû dire dans la réunion, non, on ne peut pas, les Français, c'est bon, on leur a déjà mis les carburants, on les a des folles, truc, on va peut-être arrêter. Et là, il y a un deuxième Jeannot qui a eu une deuxième idée, c'est dit, attends, j'ai mieux. On va taper sur les sociétés d'autoroutes, comme ça les Français ils vont être contents, parce qu'ils n'aiment pas les sociétés d'autoroutes, ça ne se verra pas. Et derrière, c'est bon, ça passe. Ben non. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient taxer les sociétés d'autoroutes. C'est ça. Que par exemple, 1% de leurs revenus reviennent au ferroviaire. C'est exactement ça. Le problème, Malolo, c'est que fatalement, toi, tu es une entreprise. Si je te mets une nouvelle taxe dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Au client. Exactement. Donc en fait, par capillarité, l'idée du gouvernement actuellement, c'est de se dire, et si on donnait l'impression qu'on tape sur le riche concessionnaire autoroutier, ça passe dans les médias, tout le monde dit « Ah, les méchants de concessions autoroutières qui font de l'argent, etc. » On en parle tout de suite. Et toi, du coup, ça va passer sur toi, sauf que derrière, tu vas rebasculer cette taxe sur les usagers. Et au moment où les tarifs autoroutiers vont augmenter, les Français seront mécontents contre la société d'autoroute. Et non pas contre l'État. Et voilà. Et on va rappeler quand même combien de pourcentage sur un ticket de péage, les taxes autoroutes? On a 40% de taxes sur le péage et il faut savoir aussi qu'on a 100% de taxes sur le carburant. Donc si on assemble les deux, ça fait quand même 100% de taxes dans les poches de l'État. C'est-à-dire que tu vas faire ton plein, tu lâches 60% en taxes, tu passes devant au péage, tu as mis 10 € de péage, il y a 4 € qui va direct in the pocket de l'État, ils n'ont rien fait pour ça. Alors j'ajoute, parce qu'il faut casser les idées reçues, on l'a déjà fait mais je le refais, c'est important que ça tourne. Premièrement, le grand gagnant des concessions autoroutières, c'est l'État. 40% de taxes à ne rien faire. À l'époque où l'État possédait le réseau autoroutier, c'était déficitaire. Ça ne rapportait pas. Parce que l'État est mauvais gestionnaire. Aujourd'hui, quand c'est entre les mains des concessions, l'État gagne de l'argent. Donc, c'est pour cette raison-là que la nationalisation, le mythe de la nationalisation des autoroutes, surtout pas. ou de l'autoroute gratuite, ça n'arrivera jamais. Non. Un, parce que autoroute gratuite, ça n'existe pas, sinon c'est mal entretenu et c'est payé par les impôts. Donc ça, les impôts, je pense qu'on a notre dose, ça va. Donc on a un modèle qui est plutôt vertueux et c'est pour ça que je vous le dis.
Là, à partir de 2031, il va falloir renouveler les concessions autoroutières. C'est demain, 2031. Mais il faut que ce soit renouvelé. Il faut, parce que sinon, ça va nous coûter la peau des fesses. Du coup, par rapport à cette réalité, que peut faire une association comme 40 millions d'automobilistes? Ça, c'est-à-dire donner le bon discours, dire la vérité, faire en sorte que tous ceux qui nous regardent déjà soient, comme on dit, prescripteurs de cette information. Maintenant, vous le savez, je me doute, hein, moi quand je suis arrivé à 40 millions, je ne savais pas tout ça. Donc quand je ne le savais pas, je me disais, bah, les concessions, c'est les méchants, et puis les gentils, c'est l'État et les ministres qui veulent baisser les prix, et qui disent, oh, bah, c'est la faute des concessions. Moi, je pensais ça aussi. J'étais favorable aussi à la nationalisation, ça me paraissait évident. Quand j'entendais le soi-disant magot, je me disais que ça, c'était mieux dans les poches de l'État. Et puis maintenant que j'ai bossé le dossier et que je connais la réalité du dossier, eh bien, on vous donne et on vous livre ce discours de justesse de manière à ce que vous puissiez être prescripteur de ça et faire en sorte, quand vous partagez l'émission, quand vous en parlez à table, quand vous entendez quelqu'un, votre beau-frère à table qui va vous dire oh, « encore une hausse, soit les concessionnaires, ils s'en mettent plein les poches, il faut les taxer », vous pourrez répondre « mauvaise idée », parce que derrière, c'est toi qui payes. Et le modèle de la concession est un modèle vertueux parce que, 1, les autoroutes concédées sont les routes les mieux entretenues de France. 2, ce sont les plus sécurisées de France. Et 3, l'État en poche 40% à ne rien faire. Donc si on veut baisser les prix des péages, moi je suis pour. Mais je me dis, tu as toutes les taxes de l'État qui pèsent pour 40%. Franchement, à ton avis, si on doit baisser quelque chose, c'est bel et bien la part des taxes. C'est pas ceux qui bossent. On ne va pas faire les économies là-dessus. Donc la rentabilité, elle existe, mais attention, c'est normal, une entreprise qui fait de l'argent, jusque-là, vous bossez tous dans des entreprises et vous voulez tous un salaire, on est d'accord, on ne bosse pas gratos, c'est pareil de leur côté. Eh bien, moi ce que je veux, c'est un discours de vérité, où on ne remet plus en cause des systèmes qui sont parfaitement vertueux. Ça paraît bizarre de le dire, mais c'est vrai. Donc attention à cette nouvelle taxe, on surveille ça comme le lait sur le feu, on vous tiendra au courant ici, mais elle est à l'étude. En ce moment, il y a un groupe de travail qui s'est constitué, on va faire en sorte avec 40 millions d'automobilistes d'y participer, parce que bizarrement, on n'est pas dedans. Et ça va permettre de mettre un veto, un droit de veto des automobilistes sur cette potentielle taxe terrible, où il faudrait, en plus de servir de vache à lait, eh bien, servir de mouton à tondre. Ça suffit. Ah ouais, non, il y en a marre. Moi, j'ai plus de laine. Merci beaucoup pour cette mise au point à tous les deux. Le vrai du faux, c'est terminé. Dans quelques instants, on va démonter notre caisse et je crois que Louane veut nous parler du turbo. Eh bien, elle nous a rejointe. Alors, elle est toute belle. Hein. Elle a enlevé sa combinaison de mécanicienne et elle va nous expliquer ce qu'est un turbo aujourd'hui. C'est ça. Alors, le rôle principal du turbo, est-ce que vous pouvez me le dire? Ou on sait vaguement ce que c'est? Oh, vaguement, je dirais que c'est pour mettre un peu plus de vitesse et que ça met de la pêche dans le moteur. Ouais, c'est un peu ça. En fait, ça va venir augmenter la puissance du moteur en comprimant l'air qui va rentrer dans le moteur. Donc plus d'air dit plus de carburant, plus de puissance. Et donc le moteur marche un petit peu plus sans toucher à tout ce qui est nombre de chevaux, etc. Donc comment on reconnaît un turbo qui est abîmé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Laurence ou Jade? Ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça va bientôt m'arriver malheureusement. T'as un turbo soit sur ta Twingo? Oui, mais il fuit un petit peu. Aïe. Donc j'imagine que si je te dis perte de puissance à l'accélération, sifflements anormaux et fumée bleue, tu sais de quoi je parle. Oui, Aïe, aïe, aïe. malheureusement. Alors? Bah, c'est souvent dû à une fuite d'huile, comme disait Jade. Donc là, c'est qu'il va falloir faire quelque chose quand il se passe ça. Mais il faut faire quoi? Vendre la voiture? Non, le changer. Et alors pour le changer, on est sur une fourchette entre 800 et 2500 €. Plus cher que la Twingo de notre amie Jade. C'est une grosse pièce à changer, ça demande de l'équipement, des connaissances. Et après, on rajoute par-dessus ça la main-d'œuvre. Donc généralement, il y en a pour un petit billet. On fait quoi? Bah, on se sépare de la voiture. Ouais. Hein. Là, il y a un moment, elle a quel âge? Elle est 2008. Ouais. Au revoir. Donc mon conseil pour éviter ça, c'est de bien respecter les temps de chauffe, d'utiliser une huile de qualité, éviter de couper le moteur trop vite lors d'un gros effort. Si votre moteur a fait un gros effort, par exemple a été en montagne, si tu as été en montagne avec ta Twingo et que tu as monté un truc comme ça, on coupe pas tout de suite le moteur, on attend un petit peu. Moi en tout cas, je n'ai pas de turbo sur ma voiture, donc au moins je risque pas de... Ça coûte cher, hein, sérieux. Bon, bah, on prévoit une petite cérémonie pour ta Twingo. Allez, tout de suite, et pour conclure notre rendez-vous, on va retrouver Gabin et sa chronique Le saviez-vous?
Et pour conclure ce rendez-vous, c'est Gabin qui nous rejoint et il est question de radar recouvert de papier d'aluminium. C'est comme la marmotte? Non, c'est une histoire un petit peu drôle, Laurence. Bon, un tout petit peu dangereuse, mais rien de méchant. C'est en 2022 dans les Landes, donc c'est en France que ça s'est passé. Un conducteur roule tranquillement sur une départementale quand il aperçoit au loin un radar automatique. Bon, jusqu'à là, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Rien d'étonnant, sauf que quelque chose cloche, le radar semble briller bizarrement au soleil. Et en s'approchant, il réalise qu'il est complètement recouvert de papier aluminium. Alors pas un petit bout pour faire une blague discrète, hein. Non, tout le radar est emballé comme un rôti du dimanche. Objectif visiblement clair, l'aveugler et l'empêcher qu'il puisse flasher les voitures. Donc intrigué et mort de rire, compréhensible, le conducteur il s'arrête plus loin et prend une photo qu'il poste sur les réseaux sociaux. Et certains internautes saluent l'inventivité, d'autres dénoncent l'acte de vandalisme, ça a fait un petit peu débat. La gendarmerie ouvre une enquête mais l'auteur reste inconnu. Et donc les services de voirie ont fini par venir déballer le radar, sans grand dégât, mais la scène a marqué les esprits. L'image du radar empaqueté a même été détournée pour en faire des mèmes et des blagues du style « Les radars aussi ont froid cet hiver ». Moi j'ai vu pas mal de radars qui ont été recouverts de plein de choses, les peintures, les sacs poubelles, surtout après, ça a commencé au moment des gilets jaunes. Hein. Trop de radars, les gilets jaunes, etc. Mais celle-là je l'avais pas vu, l'aluminium. Bon bah super, bon bah évidemment a priori on n'a pas le droit de le faire. Enfin bon. On vous souhaite une très très bonne continuation. Évidemment, n'hésitez pas à partager au maximum notre rendez-vous en roue libre, de mettre tous vos commentaires, vos questions. Si vous avez des sujets que vous voulez que nous abordions, faites-le, notez-le également en commentaire. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro en roue libre d'ici quelques jours. Salut Gaba. Salut, à la semaine prochaine. Au revoir Jade. Salut. Salut Lénie, salut Pierre et ciao Louane. Et à vous aussi, bon dimanche et bonne semaine.